Basse Yamaha, une remise en service après 20 ans de repos. Mon client du jour m'amène sa basse de jeunesse avec laquelle il a joué du punk dans toutes les caves du coin. Ambiance piercing 8-6 et pogo. Ouais. Après une longue période d'arrêt, femme, enfant, crédit, maison... Vous connaissez la musique, je suis sûr. Il s'est souvenu qu'il avait laissé son engin de rock'n'roll de jeunesse dans le grenier de chez ses parents. Donc soudain, ça lui prend l'envie de s'y remettre, mais cette fois-ci, monsieur s'est assagi. Il veut jouer du jazz avec. Il me dit qu'il veut jouer un style qui mélange du slap et du tapping à plusieurs doigts. Oh, alors là, j'y connais rien dans ce style, mais ça a l'air bien chiadé quand même, hein. Bref, il retrouve son caisse qui n'avait pas bougé depuis 20 ans et décide de se payer une petite remise en état de label pour envoyer du steak en mode Pastorius, Miller, Vouten et autres fifrelins de la basse. Donc il cherche, il trouve mon adresse et il me la confie. Ça vous intéresse de voir comment je l'ai remise en état? Eh ben allez, on y va! Salut à toi et bienvenue à bord. Je suis Franck et tu es sur la chaîne Pirate Custom Guitar. Ici, j'ouvre les portes de mon atelier et je te montre comment transformer tes guitares en engin de rock'n'roll à 4, 5, 6, 7, 8 cordes. Enfin là, c'est un engin de jazz. Bon. Petit aparté les amis, la chaîne fête aujourd'hui sa première année. Ouais, Happy Birthday! Donc je tenais particulièrement à remercier vraiment tous les moussaillons qui ont embarqué. La métaphore du pirate et du bateau, vous avez compris. Donc je disais à remercier tous les moussaillons qui ont pris le bateau en marche. Au moment où je vous parle, vous êtes quasiment 4000 et c'est un truc de dingue. Je pense que je ne saurais jamais comment vous remercier pour tous vos encouragements, toutes vos interactions, tous vos commentaires, toutes vos réactions, toutes vos questions. C'est simplement incroyable. Sincèrement, hein, ça me donne une patate extraordinaire pour continuer. Alors merci, merci, merci. Je tenais également aussi à remercier particulièrement tous ceux qui m'ont fait confiance cette année et qui m'ont confié leur bébé pour que je règle leur bobo. Yo. Bref, je suis chaud pour remplir une année de plus, bien sûr, et j'ai déjà quelques idées de vidéos pour 2023. Je pense qu'on devrait bien s'amuser. Revenons à nos moutons. Vous avez cliqué pour voir une remise en service d'une vieille basse, alors on y va cette fois. Et on commence avec un petit tour du propriétaire. Donc comme je vous disais, petite basse Yamaha, couleur crème, avec des micros actifs Yamaha, l'accastillage étant doré à l'origine, mais on voit que c'est passé un petit peu avec le temps. Là, je constate qu'il y a un attache-courroie déjà qui bouge un petit peu, en effet. Elle m'a l'air quand même dans un état assez sympa. On reviendra après plus tard sur la touche, mais on voit que c'est relativement dégueulasse, hein, pour pas dire autre chose. Bon, le temps a fait son affaire, hein. Voilà, voilà. C'est une 5 cordes. Mécanique également qui devait être dorée à la base et qui sont un petit peu passées avec le temps. Le dos m'a l'air propre. Et on constate une petite fissure là sous la mécanique. Alors c'est pas traversant, je pense que c'est pas trop grave, on va voir comment on peut y remédier. Bon, la basse est dans un état quand même général relativement propre. Tiens, l'autre attache courroie, et bah c'est pareil, il a pris du jeu, il commence à s'en aller. On va traiter ça après. Le cordier est relativement crado, vous voyez que les cordes sont dans leur état, elles ont 20 ans, hein, donc elles sont un peu cradingues. Et puis la touche, on voit que les frettes ont noirci vraiment sur les pieds de frettes, et puis on voit qu'il y a beaucoup de crasse qui s'est accumulée. Démontage des cordes et premier nettoyage. Bon, alors on commence, comme je disais, je me sers de ma manivelle magique. C'est des mécaniques un peu, du style un peu vintage, quoi. Hein. Bon, rien de bien spécifique, c'est de la castillage Yamaha d'origine. Au démontage qui a un petit peu de jeu là, on va devoir traiter ça après, on reviendra dessus plus tard. Le petit coup de pinceau qui permet quand même de décoller un petit peu la poussière qui s'est accumulée avec le temps. Là je sors la pince coupante, la super pince Musique Nomade au passage, là je suis en train de couper du 125 paumes comme dans du beurre, donc elle est super agréable cette pince, hein, je le répète, mais c'est vraiment du bon outillage. Voilà, démontage des cordes. Je ressors le petit coup de pinceau et j'essaie d'enlever déjà tout ce qui est poussière, qui n'est pas accroché, qui n'a pas colmaté, qui n'a pas collé au corps. Ceci fait, je mets un petit coup de guitare detailer avec de la microfibre et comme ça, ça va me permettre d'aller choper la crasse qui aurait éventuellement un peu plus collé. Bon, la guitare n'est pas dans un état lamentable, hein, c'est juste qu'elle est restée 20 ans sans bouger, sans rien faire, donc forcément le temps a fait son œuvre. Ça revient bien, donc j'arrive à choper à peu près toutes les poussières, c'est assez bien revenu, j'ai pas besoin de faire un gros traitement. Je vais m'occuper maintenant du chevalet. Donc je démonte tous les pontets un par un.
permet de vérifier également s'il n'y a pas de problème sur la visserie, s'il n'y a pas trop de points de rouille ou ce genre de choses. C'est en bon état, tout va bien. Par contre, il est vraiment crado. Donc là, pareil, un petit coup de produit magique. Et je vais frotter avec la microfibre, voir ce que j'arrive à récupérer. Donc il y a des zones quand même qui ont été un peu rayées et qui sont un peu oxydées. Donc, je vais essayer de récupérer ça, mais je pense que je ne pourrai pas faire de la magie. Maintenant, ça va mettre quand même un bon coup de propre. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est un peu plus propre quand même. Je vais mettre un petit coup de serrage quand même, parce qu'avec le temps, des fois, ça bouge. Et en effet, ça avait bougé, donc ça mérite de faire un petit tour de serrage supplémentaire. Et puis maintenant, on va regarder de plus près le manche qui est cracra. Donc je pense que déjà à l'époque, il était rangé dans son caisse en étant un peu crado. Et que c'est 20 ans sans rien faire, ça n'a pas rangé les choses, quoi. Donc là, je commence avec un petit produit de traitement qui va me permettre de décrasser la touche normalement. Donc j'en mets un petit peu sur chaque case et je masse au doigt pour faire pénétrer. Voilà, donc je remonte tout le manche comme ça. Une fois que c'est fait, j'ai laissé un petit peu tremper. Là, je sors une microfibre qui est fournie avec, qui est une microfibre mais qui est abrasive, quoi. Donc ça me permet de gratter un petit peu plus en profondeur sans abîmer la touche, mais ça me permet quand même d'enlever un petit peu de la crasse. Je récupère déjà pas mal de matière comme ça, de trucs un peu dégueux. On va constater sur la lingette. Et ouais, on voit que c'est quand même un peu sale. Il reste quand même des points, donc là je sors mon petit médiator et puis je frotte dans le sens des fibres du bois. Vous voyez que je récupère encore, voilà, un petit peu de crasse récalcitrante. Bon, ça me permet quand même de, après avoir passé le médiator partout, vous voyez que j'ai récupéré quand même une touche qui est assez jolie, hein, c'est du palissandre, il y a des beaux veinages dessus, donc je la trouve très très jolie cette touche. Je vais m'occuper maintenant de raviver un petit peu les frettes. Alors, pour moi, ça méritait quand même une petite planimétrie, hein, parce que je vois que les frettes sont quand même un peu creusées. Maintenant, la base ne frisait pas, mon client était content comme ça. Tant qu'il n'y a pas de frise et tant que c'est jouable, je dirais, on repousse la planimétrie le plus tard possible, hein, parce que quand même, on attaque les frettes. Hein, donc voilà, tant que c'est jouable, bon, on peut s'en passer. Par contre, le petit coup de paille de fer sur les frettes, ça leur met quand même un bon coup de neuf, un bon coup de propre. Ça les ravive, et du coup, ça va rendre la base beaucoup plus agréable à jouer quand même. Donc là c'est simple, hein, du scotch de masquage de chaque côté, la paille de fer en boule, on appuie un peu, on frotte, on astique, et puis jusqu'au moment où on sent sous les doigts de toute façon que ça y est, la paille de fer a fait son travail et que la frette a retrouvé sa brillance. Elle glisse beaucoup plus, ça glisse tout seul, quoi. Une fois que vous êtes arrivé au taf, ça glisse tout seul, donc voilà. Là c'est simple, hein, il suffit d'avoir un peu de patience et de remonter tout le manche comme ça. Donc là j'ai rajouté quand même un petit peu d'huile d'amande douce sur la touche, hein, parce que je la trouve un petit peu sèche. Et je laisse tremper, agir le produit, donc on voit que vous voyez, ça absorbe par endroit quand même, ça rentre déjà bien dans le veinage. J'ai laissé grosso modo un quart d'heure, j'ai essuyé et j'ai laissé la nuit comme ça. Et voilà au petit matin, une touche qui est toute belle, toute propre, qui a retrouvé sa jeunesse, des frettes bien pimpantes, bien brillantes. Donc je vais m'arrêter là pour le travail sur le manche. La fissure de la tête. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une fissure qui m'a l'air trop grave. Bon, maintenant, il faut quand même que je démonte la mécanique pour aller voir de plus près ce que ça donne. A priori, c'est pas traversant, donc déjà, ça c'est pas trop la catastrophe. Donc là, on sort les clés, les tournevis et tout ce qu'il faut. Hein. Je vais pas vous faire de grosses démonstrations sur le démontage d'une mécanique. Et je prépare ma mixture. Donc on va faire un collage. Donc j'ai un petit récipient, de ma petite seringue, de la petite bonde et de l'eau tiédie, quoi, de l'eau tiède. Donc, dans un petit bol, là, dans le petit récipient, je mets un petit peu de petite bande, de Tide Bond, la colle des luthiers. Je mets un petit peu d'eau tiède, d'eau chaude, quoi, hein, voilà, que j'ai fait chauffer gentiment à la bouilloire. Je mélange tout ça pour obtenir, en fait, je dilue un peu la colle, quoi. Avec l'eau chaude, c'est bien parce que ça va bien, dilater les pores du bois. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière collante, quoi, un peu de colle. Et là, c'était pas assez. Donc, je rajoute un petit peu. Grosso modo, il faut avoir une texture ouais, un peu plus liquide que la mayonnaise, quoi, de la crème aux œufs, quoi, une bonne crème aux œufs. Voilà. Là, je fixe un serre-joint sur le côté de la fissure. Pourquoi? Pour pré-contraindre un peu plus la fissure. Donc là, on y va tout doux. Hein. L'idée, c'est surtout de ne pas casser et pas de faire plus de dégâts qu'il en est. Je charge ma seringue. Vous voyez, elle a du mal un peu à pomper parce que c'est quand même plutôt épais. Hein. Je l'ai dilué la colle, mais elle est quand même encore restée un peu épaisse. Il faut quand même qu'il y ait quand même une certaine teneur en colle. Je dirais 60% de colle, 30% d'eau, grosso modo. Et là, c'est parti. Donc j'agis sur le serre-joint, ça me permet d'ouvrir un peu la fissure.
Et je commence à injecter la colle tout doucement. Je crois que ça rentre assez bien, donc c'est cool parce que moi je veux vraiment traiter la fissure jusqu'au bout. Voilà, là, ça commence à dégorger un petit peu, ça veut dire que j'ai rempli toute la fissure. Je continue en jouant un peu sur le serre-joint, ça fait bouger un peu la fissure, vous voyez. Ça fait bouger la colle vers le haut comme vers le bas. Par gravité, elle va descendre bien tout au fond, de toute façon. Une fois que je suis content un petit peu de mon travail, je peux démonter le serre-joint, j'essuie tout. Et vous avez vu, rien qu'en démontant le serre-joint, là, ça enlève la pression qu'il y avait dessus, ça fait remonter encore de la colle. Donc c'est bien, c'est que toute la fissure est traitée sous colle. L'idée maintenant, c'est de trouver une solution un peu pour la mettre sous presse, quoi, pour un peu appuyer et puis pour contraindre la fissure à être bien collée. Donc là, c'est serre-joint plus bouchon de pinard. Bon, c'est une solution comme une autre, mais ça fonctionne pour moi, donc c'est de la débrouille. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper des attaches courroies. Donc là, on avait vu tout à l'heure qu'elles avaient du jeu. Et mon client m'a dit qu'a priori, en faisant des sauts de cabri quand il faisait punk, plusieurs fois ils étaient sortis, il l'avait remonté dedans, il a mis un peu de colle. Enfin bref, il a bricolé un peu le truc. On va essayer de faire un truc qui tienne un peu plus longtemps dans le temps. Bon, maintenant qu'il veut jouer du jazz, à mon avis, il va être un petit peu plus calme, de toute façon, sur les sauts de cabri. Je connais pas bien ce style, mais je les vois plutôt calmes, ce genre de bassiste. Donc là, ouais, il y avait la petite feutrine qui avait laissé un petit peu de traces. Bon, je peux pas récupérer mieux que ça. Maintenant, une fois que j'ai remonté la tâche courroie, ça se verra pas. Donc j'ai mis un petit coup de nettoyage, ça me semble suffisant. Et puis, ce que je fais, c'est que je reprends soit un bout d'allumette, soit un cure-dent, grosso modo qui va bien son diamètre. Je le remplis de colle et je l'enfonce bien au fond du trou de la tâche sangle. L'idée, c'est de remettre un petit peu de matière dedans. Voilà, c'est bien enfoncé, je l'ai tassé, je l'ai bien mis au fond. Pas besoin de la raser, c'est propre, c'est bon. Je laisse un petit peu sécher la colle quand même, qu'elle prenne. Là, je reviens directement, sans faire de pré-perçage, directement avec la tâche courroie. Et là, je serre et ça ne bouge pas d'un poil. Et une fois que j'ai traité les attaches courroie, je reviens sur la fissure. Donc j'ai enlevé le serre-joint. Je suis content. La fissure est presque invisible. À l'œil nu, il faut vraiment savoir qu'il y en avait une. Et ça a l'air d'être solide et costaud. Donc là, je peux me permettre de remonter la mécanique. Donc la vis là va directement dans le milieu de la fissure. Donc là, je serre tout doux en espérant que ça tienne bien. Bon, a priori, il n'y a pas de souci. J'en profite pour mettre un petit tour sur toutes les mécaniques. Parce que, comme pour le chevalet, voilà, le temps a fait son usage et ça s'était légèrement desserré. Je remets l'écrou de l'autre côté de la mécanique. Et puis je vais mettre un tour de serrage de mécanique. Alors j'ai trouvé une astuce là que j'ai trouvé sur internet avec une pince de plombier là. Mais c'est hyper pratique, ça va super bien. Moi je vous conseille, ça coûte rien du tout. Les petites, pas les grosses, les petites pinces de plombier comme ça. Vous serrez pile poil au bon diamètre. Vous avez une pince, ça permet de resserrer les mécaniques comme il faut, sans les abîmer. Les bords sont bien plats. Franchement, c'est formidable. Et vous voyez, là, je touche les mécaniques que je n'avais pas démontées. Elles avaient besoin d'un petit tour de serrage quand même. Alors, il ne faut pas serrer comme un malade, les mécaniques, mais il faut quand même que ce soit tenu, quoi, si vous ne voulez pas avoir des vibrations, des parasites et ce genre de choses. Voilà, je termine les deux autres. Je remets un petit coup sur les cordes, les string retainers, comme disent les Anglais. Le petit coup de pinceau. Et puis, j'en profite pour faire un petit coup de nettoyage de la tête, là, avec mon petit produit magique et ma microfibre. Ça permet de la récupérer. Franchement, la tête est dans un état impeccable. Elle est toute propre, le vernis est bien. Voilà. Et puis, ça me gêne un petit peu parce que les mécaniques n'avaient pas la même dureté et je pense qu'elles se sont un peu desserrées aussi. Donc là, vous prenez sur la vis, là, comme ça, et vous serrez. Et puis, vous faites en sorte d'avoir un petit peu la même... En fait, ça va régler la dureté de la mécanique. Donc, il ne faut pas serrer comme un bourrin non plus. Moi, j'aime bien avoir les mécaniques qui ont un peu la même dureté, toutes là. Et donc, voilà, j'ajuste comme ça. J'ai fait les deux autres également. Maintenant, vient le moment là du remontage du chevalet correctement. Donc, je mets un petit coup de produit et puis je passe quand même les pontets par acquis de conscience pour avoir des trucs un peu propres, un peu jolis. N'hésitez pas trop encrassés, mais ça permet de bien les récupérer encore. Et puis là c'est parti, donc c'est un peu la même casse-tête qu'avec le remontage des micro-humbuckers, c'est-à-dire qu'il y a un ressort à enquiller au milieu de tout ça là, donc il faut maintenir le ressort tout en montant le pontet. Bon, il y a un petit coup à prendre, voilà, une fois que vous êtes bien cassé la tête sur le premier, vous verrez les autres vous allez les enfiler sans aucun souci. Donc là je ne vais pas tout vous montrer, on va passer ça quand même en accéléré. Voilà le dernier pontet. C'est interminable parce que le pas de vis est très petit. À chaque tour, on avance très peu en fait. Donc c'est super long à remonter. Super long, j'entends, mais tirer des vis. Voilà.
Alors maintenant, eh ben, c'est le moment de remonter les cordes, comme je vous l'ai dit. Donc c'est parti, hein. C'est un 125-40, je crois, de mémoire, son jeu. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que je repositionne toutes les cordes dans le chevalet. Je les amène toutes au niveau de la tête en une fois. Et puis bah, c'est parti. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je coupe généralement, moi, la corde à la mécanique suivante, grosso modo, hein, pour avoir assez de matière, mais pas trop non plus. Hein. J'aime bien avoir, on va dire, 1 tour et demi, 2 tours maximum autour de la mécanique. Ça sert à rien d'en avoir trop. Et c'est important d'en avoir quand même un petit peu pour la stabilité de la corde dans le temps. Voilà. On complie, on tourne la mécanique. Bon, vous savez tous faire ça. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, rien de magique. Voilà, je remonte ça vite fait sur la deuxième corde. Au niveau de la troisième mécanique, je plante dans la mécanique, j'engage la corde et on tourne. C'est parti. Cette fois-ci, je me sers de ma manivelle, parce que je gagner quand même un petit peu de temps. Et voilà, la corde se met en tension toute seule. C'est magique. Allez hop, je fais ça en accéléré. Voilà, 5 cordes sont remontées. C'est la même dureté sur les 5 mécaniques. Je suis assez content de moi. Alors, on va checker l'action maintenant. Donc bien sûr, avant, j'ai vérifié que mon manche était quand même relativement droit, hein. Enfin relativement droit, était bien réglé. Donc j'ai mis ma cale de 0,25, on va dire, pour la base, 0,30, ouais, 0,30 de mémoire. Et là, je commence à m'intéresser un petit peu à l'action. Donc vu que j'ai démonté intégralement le chevalet et que je l'ai remonté, bien sûr, c'est un peu n'importe quoi. Donc je règle d'abord l'action sur la corde grave, hein, donc sur le si. Ok, ça me va. Je me mets sur l'autre. Sur la corde aiguë. Pardon, excusez-moi. Voilà, ici on me plaît bien. C'est cool. Bon. Alors, une fois que j'ai réglé les hauteurs à peu près comme il faut, je vais m'attaquer maintenant au réglage de l'intonation. Donc l'idée, c'est d'avoir la même note en corde à vide qu'en frettant à la 12e case. Donc là, normalement, ça se fait en position de jeu. Là, je fais ça à plat, parce que de toute façon, sur basse, voilà, ça dépend vraiment du style du musicien. Il y en a qui appuient très fort sur leur corde, d'autres pas du tout. Voilà, je vais avoir un réglage qui va être approchant. Donc, à plat, il sera parfait. Après, il sera approchant. Je vais rejeter quand même un petit coup d'œil à l'action, parce que voilà, je trouve que c'était un petit poil haut. Donc, je vérifie aussi, revérifie les autres cordes. Et puis je mets un petit coup là, je pense que j'étais réglé un poil haut, je pouvais descendre encore un petit peu, donc je redescends mes cordes pour arriver à un truc qui soit sympa, relativement bas. Et puis bah, je teste la guitare en position de jeu. Tiens, c'est la première fois que vous voyez, mais derrière moi, là, il y a mon chien. Devinez comment il s'appelle? Sparrow. C'est marrant pour un pirate. C'était l'année DS, hein, si vous voulez, on se refait pas. Voilà. Il n'y a pas de frise, la guitare est réglée, elle est propre, elle est nettoyée. Mon client va venir la récupérer et va pouvoir envoyer du jazz à toute foison. C'est un réglage super agréable, vraiment cool d'avoir fait ce projet. Voilà comment j'ai remis en état cette jolie petite basse Yamaha. Elle va avoir droit à une seconde vie pleine de slap et de tapping. Si le sujet réglage de basse vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous la trouverez en cliquant juste ici. Moi je vous remercie encore pour cette année dingue et je vous dis à très vite. Passez de bonnes fêtes les moussaillons, je vous embrasse tous fort. Allez, à très vite.